Bonjour à tous, bienvenue chez JDR Factory, chez nous. Bonjour Romain. Bonjour Farid. Salut Matt. Salut Edouard. Edouard, Matt. La petite histoire du jeu de rôle, dixième émission. On va parler d'un monument, aussi bien l'auteur que l'œuvre. On va voir ça tout de suite. Générique. La petite histoire du jeu de rôle, dixième émission. On va parler de RunQuest, Gloranta et de Francis Gregory Stafford. Greg Stafford pour les intimes, pour nous, hein, évidemment, les rôlistes. Et on va d'abord discuter un peu de ce petit grand personnage, Oui. cet Américain. Cet Américain qui est né en 1948. qui est décédé, hélas, récemment. Tout à fait, en 2018. Ce Greg Stafford qui, très tôt, avec son imagination qui voguait tout le long des flots, a abordé différents sujets et a créé un univers qui a marqué les mémoires des rôlistes, qui est Gloranta. Alors, ce monsieur, outre qu'il était auteur de jeux, écrivain et chaman, donc Très important. Chaman, ouais, parce que... Ça a beaucoup d'importance, y compris dans le système de jeu. En plus, chaman, ça fait penser à l'animisme, au fait d'être sage, thérapeute, conseiller, guérisseur et voyant. Donc, évidemment, ça crée quelques liens vers le fantastique. Donc, il a mis en place très tôt ce monde, le monde de Gloranta, fin des années 60, début des années 70, et évidemment, quand est arrivé un produit très particulier qu'on connaît bien, Donjons et Dragons, et donc le jeu de rôle, on imagine bien que la passerelle s'est faite assez tôt dans les années 70, et vers la fin des années 70, il commence à mettre en place un RunQuest, qui est un jeu de rôle qui se passe dans l'univers de Gloranta, qui utilise un système tout nouveau, qui détonne de Donjons et Dragons. Un système, on en reparlera, que je trouve un petit peu quand même froid, logique et mathématique, qui utilise un principe de pourcentage. Enfin bref, bon, il n'a pas fait que RunQuest, il a fait d'excellents autres jeux, dont on parlera dans d'autres émissions. Ce n'est pas la dernière fois qu'on évoque Greg Stafford. Il a beaucoup travaillé encore une fois sur son univers, mais il a aussi ce qui est son jeu préféré, a priori, Pendragon. Et on en reparlera. Il a fait Ghostbusters avec des copains. Il a fait Prince Valiant, qui utilise des pièces de monnaie comme système. Et il a fait HeroQuest. Alors attention, HeroQuest, rien à voir avec le jeu mythique, le jeu de plateau mythique des années 90 avec la licence Games Workshop. Non, c'est autre chose. C'est encore dans le monde de Gloranta, mais là, cette fois, on joue des personnages plutôt puissants et le système, justement, est basé sur ce fait. Bref, et pour terminer, Greg Stafford est très lié à la France. Il aime bien la France et les Français, et il est venu souvent nous rendre visite. Voilà, alors Romain, on commence peut-être par l'univers Gloranta. Oui, et j'aimerais préciser une chose, c'est que oui, Donjons et Dragons a été le déclic pour lui permettre de faire un jeu de rôle, mais ça vient de jeux de plateau à la base. Ce sont des jeux de plateau qui ont d'abord été produits avant de passer à la version holistique. Alors je prends un petit peu mes notes parce que comme tout cela est dense, d'ailleurs disons-le tout de suite à toutes celles et ceux qui nous écoutent, ce que je vais faire là, c'est un peu un résumé très synthétique et un petit peu approximatif peut-être de Gloranta, parce que c'est un univers absolument gigantesque. Nous avons évoqué un autre univers aussi gigantesque que celui-ci, celui de Tekumel, du professeur Barker. Et bien là, on est dans une envergure qui est quasiment similaire. Il n'y a pas de création de langue, en revanche, contrairement à ce qu'avait fait le linguiste Barker, mais il y a la création d'une véritable cosmogonie, d'une théogonie, même j'ai envie de dire, parce que tout est lié à un panthéon de divinités, il y en a 21 principales. Et alors, qu'est-ce que c'est que Gloranta ? Quand il était à l'université, Greg Stafford, on est dans les années 60, plus précisément, c'est du moins ce qu'il dit, 1966, il commence à concevoir donc une histoire, l'histoire du prince Snowdal, qui est une sorte de saga vaguement antique, vaguement médiévale, et qui va donc être développée dans des jeux de société, donc, dont je parlais, l'ours blanc et la lune rouge, White Bear and Red Moon, ou encore les dieux nomades, Nomad Gods, qui sont des jeux de la fin des années 70, et qui donnent après Gloranta. Et alors,
Qu'est-ce que c'est que Gloranta? Le mieux, c'est de citer, comme souvent, Greg Stafford. Voilà ce qu'il dit. C'est une citation courte. Contrairement à la plupart des contextes merveilleux, Gloranta tire son inspiration de l'ancien monde. Il a bien plus à voir avec Babylone, la Grèce antique, la Chine antique et l'Ankh-Mark qu'avec l'Europe médiévale. Le Morte d'Arthur, oui, en fait c'est la traduction anglaise, drôle d'anglais, hein, mais c'est de l'anglais médiéval, de Thomas Malory, de La mort, le roi Arthur, une œuvre épique médiévale de langue française, et la guerre de 100 ans. Ces héros sont Achille, Conan, Gilgamesh, pas Galad, Lancelot ni Roland. Donc déjà, il trace la ligne entre ce qui deviendra plus tard son jeu fétiche, qui est Pendragon, et donc ce jeu, Gloranta, c'est de l'antique. C'est de l'antique. On est à la frontière entre le préhistorique, le proto-historique et le monde antique. On n'est pas vraiment dans le médiéval fantastique. C'est pas du Tolkien. Plutôt Grèce antique ou Rome antique? Plutôt Grèce, non? Plutôt Grèce antique, mais c'est une sorte de syncrétisme de ce qu'il vient de dire. Il y a même des aspects orientaux dedans. Alors quand je dis ce n'est pas du Tolkien, il y a aussi une dimension cosmogonique, mythologique, surtout dans le Silmarillion de Tolkien. Mais là, c'est autre chose. Alors qu'est-ce que c'est Gloranta? C'est un monde donc antique fantastique. La magie est réelle, d'ailleurs tout le monde peut en faire. Les dieux sont là, comme dans les mythologies antiques, ils peuvent interférer avec les humains. Et alors, en plus, ce n'est même pas de la physique logique. Hein. Le monde, c'est un cube qui flotte au milieu d'une mer infinie. Hein. Et il y a deux continents, Génertela et Pamaltela, qui sont les Génertela au nord, Pamaltela au sud. Et on a des archipels qui sont les restes de continents engloutis, un peu comme l'Atlantide ou l'Hyperborée dans d'autres légendes ou systèmes mythologiques. Et donc, on joue là-dedans. Il y a la voûte céleste où il y a les dieux, il y a le monde d'en dessous où il y a des créatures puissantes et certains dieux du monde d'en dessous. Et le monde de Gloranta s'est formé par ce qu'on appellerait c'est le terme que j'ai utilisé, une théogonie, c'est-à-dire ou la titanomachie, comme on disait chez Hésiode, le chroniqueur mythologique grec, c'est-à-dire une guerre des dieux. Les dieux se sont battus, se sont affrontés et ont imposé leur vision du monde, ont remodelé le monde. Donc c'est vraiment des enjeux cosmiques, grandioses. Voilà. Et on y trouve dans ce monde des races tout à fait spécifiques, qui peuvent rappeler celles que l'on connaît dans les mondes de fantasy. Mais par exemple, on a les elfes qui s'appellent les Aldriami, on a les hommes scorpions, on a les Mostali qui sont des sortes de nains, mais qui sont plutôt, alors c'est pas très sympathique, hein, ils sont très orthodoxes, un peu xénophobes, ils sont un peu comme des machines. On a les Ouz, qui sont des trolls avec leur système de dieu. On a bien sûr des races formées à partir des dragons, les Dragonyuts. Et puis on a le fameux... Non, tu vas pas le dire. Si, tu vas le dire. Alors je commence par celui que tu veux pas. Par celui que tu veux bien, le Bros, qui sont des espèces de chèvres du chaos. Ah, c'est pas sûr. Puis alors les Bros, c'est vraiment des saletés. Hein. Ils vénèrent des divinités, la mère de la maladie, il y a une divinité du viol, une divinité du chaos, des choses vraiment épouvantables. Et puis alors celle que tu ne voulais pas que je dise, les Drools, ou alors les canards. Les canards avec des petits bras humains. Alors est-ce qu'on peut jouer Donald à RuneQuest? Alors en quelque sorte, oui. Les canards qui vivent principalement dans le royaume de Sartar, qui est le royaume qui fait partie de la base du dragon, c'est-à-dire la zone géographique où se déroulent les aventures des joueurs. Et oui, ce sont des canards, très proches d'ailleurs du domaine de la mort, assez curieusement. C'est les canards de la mort. Hein. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai pas été très fan de RuneQuest. J'ai joué un petit peu, mais bon. Oui. Alors, bon, tout ceci, c'est ce que je viens de dire là, c'est un grain de sable ou une goutte d'eau dans un océan de détails. On peut citer peut-être quelque chose, pour donner une idée de l'ampleur de cet univers, quelque chose qui n'appartient pas aux années 70, qui a été fait après par l'éditeur Moon Design, avec Sandy Peterson, le designer de l'Appel de Cthulhu, et Greg Stafford. Il est paru le guide de Gloranta. C'est une gigantesque encyclopédie qui est au format d'un atlas géographique. Ça fait 800 pages en 2 volumes. J'ai déjà lu des atlas géographiques moins complets que celui fourni pour ce monde. C'est d'une minutie, d'une précision de détail à tous les niveaux sociologiques, géographiques, historiques, qui donne presque le vertige. Il faut donc dire, c'est comme ça que je conclurai un peu ma présentation de Gloranta, que ça s'adresse quand même à des maîtres de jeu qui vont s'investir
lourdement Au dans niveau un monde, financier déjà. Ouais. oui, et dans un monde très chargé. Alors, à la création, il ne l'était pas. En 1977, il n'y avait pas grand-chose, c'était un petit bouquin. Ouais. Et puis une petite boîte après, mais ça c'est plutôt début des années 80. Le monde laissait la place vraiment à l'imagination. Il était plus dans la tête de Stafford qu'encore dans les livres, dans les éditions. Et il était soutenu par ce système dont tu parles. Alors, parlons-en un peu. Justement, on a deux licences. On a deux licences. Oui. On a Gloranta Exact. et RuneQuest. C'est important de le préciser Oui. pour ce qu'on va dire plus tard. Oui, parce qu'il y a une curiosité, c'est que tous les jeux appelés RuneQuest n'étaient pas forcément essentiellement fondés, basés sur Gloranta. Comme ça a été le cas pour la 3e édition Sur d'Avalon les Hill. éditions et les éditeurs. Exactement. Il y a eu, on peut le dire tout de suite, la 3e édition de Avalon Hill était un jeu en fait générique pour jouer dans une Europe médiévale fantastique, un peu sombre, un peu à la Ars Magica, on va dire, et qui proposait même des cadres de campagne historiques. Land of Ninja, qui était donc dans un cadre extrême-oriental, ou encore Viking, une boîte qui permettait de jouer dans un cadre tout à fait historique, enfin qui se voulait historique, avec des Vikings. Et Gloranta n'était que un monde possible là-dedans. Alors, donc voilà pourquoi tu as bien fait de dire qu'il y avait deux... Justement, toi tu parles de la 3e édition, voilà. 1984, Avalon Hill, Hill, qui va donner la version française, Oriflamme. Avec Oriflamme et les fameuses illustrations de Hubert de Magnifiques Martigues. illustrations. Avant ça, évidemment, on a chez Chaosium, K-O-Osium. Voilà. On a en 1978 la première édition, en 80 la 2e édition, qui est peut-être un peu plus une édition révisée. Oui, les règles sont... Enfin, il n'y a quasiment pas de changement, si ce n'est un peu plus de détails sur le monde. Elle est dans une boîte. D'ailleurs, peut-on signaler les illustrations de la première et deuxième qui surprenaient, puisque c'était une femme guerrière en tenue guerrière antique qui se bat contre un troll. Ça détonnait dans le cadre des illustrations de l'époque. On avait d'abord la présence d'un personnage féminin en couverture tenant le beau rôle de la force et de la guerre, c'est une déesse en fait qui est représentée, c'est un combat de dieu justement. Alors, petite précision sur la boîte de la 2e édition, la tenue de la déesse, et c'est un peu le bikini en Côte de Mar. Ouais, c'est ça. C'est un peu kitsch. Curieusement, le dessin de la première édition est beaucoup plus antique dans le style. On a vraiment l'impression qu'elle porte une tenue équivalent de hoplite grec antique. Et donc les règles. Alors oui, le basic système que tu évoquais est en fait dérivé de RuneQuest, puisqu'il est paru 3 ans après, en 80. Alors le système, le fameux BRP, Basic Role Playing System, voilà, donc c'est à base de descent, hein, on peut dire aussi à base de pourcentage. Qui n'existait pas à l'époque. Et oui, on utilisait des D20. Ça détonne complètement de ce qui a été fait avant. Et on est dans un système logique, mathématique, carré, etc., qui est peut-être un peu froid, à mon sens. Un peu froid, j'ai jamais été trop fan. On peut en dire peut-être quelques mots. Oui. Parce que des innovations qu'il a apportées, parce qu'il y en a eu quand même quelques-unes. Complètement, et qui va être repris pour le fameux Cthulhu après. Donc on a ce système avec des 7 caractéristiques, des compétences qui sont représentées sous forme de pourcentage. Constitution, dextérité, la taille, qui est abrégée TAI, enfin size en anglais. Mais... Qui sera sous forme de 2d6 plus 6 à un moment donné. Et oui, et qui représente à la fois la taille et le poids, et qui sera abandonné pour le jeu de rôle Néphilim d'ailleurs, qui ne l'utilise pas. Et ensuite on a l'intelligence et le pouvoir, et l'appel de Cthulhu rajoutera lui la caractéristique éducation. Mais qui sont donc des statistiques dans un système comme celui de DD, c'est donc un peu hybride, parce que c'est du 3-18. En gros, on les tire pas forcément sur 3d6 comme tu l'as dit, mais c'est sur une échelle 3-18. Et en revanche, les compétences qui ne dépendent pas d'ailleurs des statistiques, ce qui est assez étrange, parce que du coup on se dit mais à quoi servent les statistiques si ce n'est à déterminer les points de vie, les points de magie, ce genre de choses, parce que les compétences en sont séparées et elles ont une valeur donc de pourcentage, ce fameux voilà. Et d'ailleurs on peut, alors il y a des tranches, hein, c'est-à-dire que si tu fais moins de 1/20 de ton score, tu fais une réussite critique. Si tu fais moins d'1/5, tu fais une réussite spéciale. Si tu fais 95+, tu fais un échec automatique. Et si tu fais 100, tu fais le fumble. C'est l'échec, mais avec en plus des conséquences
souvent tragique, dans le combat. Mais RuneQuest, ça c'est la version du Basic Role Playing System, parce que RuneQuest avait quand même quelques innovations, et même je dirais quelques aspects simulationnistes, qui prouvent qu'on venait bien quand même du jeu de plateau, du wargame, et qu'on était bel et bien dans cette ambiance chainmail années 70. Je mets un bémol par rapport à ce que tu viens de dire, l'aspect simulationniste, c'est vrai, complètement vrai, mais justement on disait que ça détonnait de ce qui a été fait avant, ce système, mais on a quand même ces caractéristiques qui se tirent sur 3d6. Oui. Qui se tirent sur 3d6, c'est quand même assez étonnant pour ce et que voulait le jeu. Voilà. C'est-à-dire c'est un étrange mélange de simplicité et de recherche quand même. Si on prend la séquence de combat, alors il y a des rangs d'action qui ont complètement disparu après, qui sont basés sur la taille, la dextérité, la vitesse de l'arme, et qui vont déterminer en gros le système d'initiative. À chaque fois que tu attaques, l'adversaire a l'opportunité de faire une parade, donc un système d'attaque-parade, donc une sorte de simulation de duel, de combat. Et puis, il y a aussi d'autres paramètres comme la localisation des dégâts, qui était, je ne sais pas si on s'en souvient, dans une de nos vidéos précédentes, celle sur Blackmoor, où j'avais évoqué que dans Blackmoor, Dave Arneson avait introduit pour la première fois de l'histoire du jeu de rôle l'idée de localisation des dégâts. Eh bien, c'est repris dans la version de RuneQuest, à peine 2 ans après, 2-3 ans après, avec une localisation des dégâts. En gros, les humanoïdes ont 7 zones, le tronc, les 2 jambes, les 2 bras, la tête et enfin, je pense que c'est divisé en abdomen, poitrine. Voilà, oui, c'est ça, donc ça fait 7. Quand on prend des dégâts dedans, eh bien, si on tombe à 0, c'est une blessure grave, et si on est en négatif, le membre est perdu, etc. On meurt à moins 2 points de vie, mais à 0, on tombe au sol. Voilà, ce genre de règles qui ont été complètement abandonnées dans le petit livret qui sortira 3 ans après, 1980, le Basic Role Playing System. Pour la petite histoire, c'est dans un supplément des années 90 de l'appel de Cthulhu qui s'appelait Cthulhu Now, en français baptisé Cthulhu 90 aux éditions Descartes, et qui reprenait pour la première fois depuis les années 70 le système de localisation de dégâts, et même adapté aux créatures cthulhuides. Voilà, donc, pour la petite histoire de ce système. Mais sinon, on avait, alors oui, ce mélange. Et puis, dans ce système, alors moi je me permettrai d'apporter 2 remarques. On peut dépasser les 100%. Tout ça parce qu'il y a des malus. Et c'est pour simuler artificiellement le fait que quelqu'un peut avoir 150% et que dans une situation horriblement difficile où on a la moitié de sa compétence, il a toujours 75%. Et il y a quelque chose, effectivement, tu disais froid, mécanique. Je suis assez d'accord sur un point. C'est que ce système a le défaut d'avoir une variance dans les résultats qui peut être parfois, bien c'est la magie du dé, on est d'accord, mais effectivement on se dit que quelqu'un qui a 80% de chance de réussir est quelqu'un qui réussit très souvent, sauf que évidemment le dé va rendre totalement aléatoire ce système si on le laisse brut, ce chiffre, et c'est pour ça qu'il y a une multitude de modificateurs. On passe son temps à avoir des moins 5, plus 10, plus 15, moins 25, plus 50, moins 30, donc ce pourcentage est sans arrêt modifié, donc il n'est pas vraiment représentatif, il représente une base de départ. Une idée, quoi. Voilà, et d'ailleurs, on est arrivé dans les dernières éditions du Basic Role Playing System à carrément trouver dans le livre de règles, écoutez, ne faites pas de G si quelqu'un a 70%, parce que finalement, c'est un professionnel, il va réussir. Donc, c'est presque une négation du système. Voilà, donc c'est vrai, un système étrange, un étrange alliage, voilà. Mais, revenons quand même à l'univers. Stafford disait, pourquoi j'ai fait ce... Tu ne peux pas t'empêcher. Parce que Stafford disait, il nous faut un système qui privilégie la narration. Et effectivement, un débutant, même quelqu'un qui n'a quasiment jamais joué de sa vie au jeu de rôle, si vous lui dites, pour taper à l'épée, tu as 60%, ça parle. Pour connaître, identifier les plantes que tu vas voir, ou faire l'apothicaire, tu as 70%, ça parle à quelqu'un. Donc c'est immédiatement perceptible, cette idée de pourcentage, parce que le pourcentage est une donnée qui n'est pas coextensive au jeu, c'est une donnée que nous avons pour plein d'autres choses. Voilà. Et par conséquent, cette simplicité permet de s'immerger immédiatement dans le jeu. La création de personnages peut être un peu longue, mais sans trop, et on peut même donner une feuille de personnage à quelqu'un comme ça, il va avoir des pourcentages, sans même connaître le système de règles, il a une idée de ce qu'il sait faire, de ce qu'il ne sait pas faire, de ce qu'il sait pas très bien faire, ou de ce qu'il sait très bien faire. Donc ça, c'est quand même, il faut le reconnaître, un immense avantage, et qui permet de privilégier, c'est ce que voulait Stafford, il le disait, la narration dans le jeu, parce que c'est un jeu dans lequel on va vivre des aventures
qui vont rapidement, alors qui peuvent être dans le type fantasy classique. Alors ça se passe souvent dans la passe du dragon, dans la région, la ville de Apple Lane, qui est un des plus célèbres, un des premiers modules qui est paru et qui a été dans toutes les éditions. Il y a eu une réédition, même encore dans la toute qu'on dernière, retrouve dans la boîte de base française d'ailleurs. Apple Lane, c'est quelque chose de mythique pour les joueurs de RuneQuest. Et alors on peut vivre des petites aventures, mais il faut quand même le dire, ça devient vite cosmique. Ça devient très vite cosmique parce que les dieux sont là. Comme dans les aventures mythologiques de l'Antiquité, les héros, les demi-dieux sont parmi les hommes. Évidemment, ils sont des hommes, mais il y a aussi, regarde l'Iliade. Dans l'Iliade, on a Arès, Apollon, Artémis et Athéna qui sont sur le champ de bataille, invisibles aux yeux des mortels, ou presque, et à côté de Ajax, Nestor, Hector, Paris, Patrocle, Achille. Et bien c'est pareil, on retrouve cette ambiance de l'Iliade, on retrouve cette ambiance mythologique, ce qui fait que c'est un jeu qui a aussi un énorme avantage. On peut y jouer, je dirais, comme un jeu de fantasy plus classique, avec des aventures peut-être plus intimes, enfin c'est pas le terme, de moindre envergure, avec des enjeux moins importants que ceux dont je viens de parler, et en même temps, le maître de jeu et les joueurs peuvent envisager des choses complètement épiques, à la rencontre des dieux et à la rencontre d'êtres cosmiques. C'est un jeu aussi un petit peu à secret. Il y avait un supplément là-dessus, hein, les secrets du monde de RuneQuest. C'est un jeu avec une cosmogonie extraordinairement détaillée. Il y a eu un supplément, une boîte de jeu chez Avalon Hill, absolument somptueuse sur le système de divinité. C'est un véritable ouvrage de mythologie, presque de mythologie comparée même. Voilà. Il y a cette dimension un peu universitaire, mais attention, pas aride. Il y a toujours le jeu derrière quand même. Ça, il faut bien le préciser. C'est pas simplement le plaisir de faire une espèce de construction intellectuelle. Non, il y a quand même une vraie volonté de plonger les joueurs, de les immerger par le jeu de plateau, parce que les jeux de plateau ont même fait avancer la ligne, parce qu'il y a une histoire. On peut jouer à plusieurs périodes, hein, comme un peu dans la Terre du Milieu. Tu sais, on peut jouer au premier âge, second âge, troisième âge. Et dans Glorantha, RuneQuest, c'est pareil. On peut jouer à diverses époques et en suivant justement la gamme. Alors c'est le labyrinthe, les gamins. Tu as vu un peu. Et surtout qu'on peut trouver du jeu vidéo aussi. Hein. Attention, oui. L'excellent, je conseille, l'excellent qu'on peut trouver sur mobile. Smartphone, l'excellent King of Dragon Pass, un excellent jeu très narratif où vous gérez un clan. Regardez, vous verrez, c'est vraiment, si vous aimez un peu la gestion, la fameuse c'est parfait. Passe du dragon, donc voilà. Et alors, oui, un labyrinthe d'édition au fil du temps. Là, nous parlons de la toute avec première. Des éditeurs, des oh là là, éditeurs on passe Moon Design, la licence RuneQuest, la licence Cubicle 7, avec des suppléments d'ailleurs d'une qualité extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est un peu une jungle qui rappelle celle de Tekumel. Je ne sais pas si tu te souviens, Farid, et si tous nos auditeurs s'en souviennent. Quand nous avions évoqué Tekumel, j'avais dit qu'il y avait eu une multitude d'éditions, de passages d'un éditeur à l'autre. Alors RuneQuest, c'est pareil. Aujourd'hui, officiellement, on est à RuneQuest 7. C'est la 7e édition. Alors là, on peut dire que Chaosium a tout récupéré. Tout récupéré, voilà. Chaosium, donc fondé par Greg Stafford. Chaosium, il a formé avec un acronyme, c'était le lieu où il vivait quand il était à la fac, et en fait, il a voulu faire un acronyme. Je vais le décrire d'ailleurs, cet acronyme, parce que je pense qu'il est très significatif des influences de Greg Stafford. Chaosium, c'est l'acronyme, enfin pas l'acronyme, pardon, le mot valise, on va dire, ou la réduction de Colosseum en latin, le Colisée, et chaos en grec, le chaos. Donc l'influence gréco-romaine. C'est peut-être que peu le savaient, mais c'est de là que vient le mot chaosium. Une référence à un des principes dans Glorantha. Bien sûr. Et pas étonnant que Greg Stafford soit un passionné aussi de Michael Moorcock, dont le système cosmogonique repose sur le chaos, la loi, la balance, et on retrouvera Stafford avec Stormbringer d'ailleurs. Et donc cet univers de Glorantha a eu droit à plusieurs itérations, même plusieurs systèmes de règles, hein, comme HeroQuest, Hero Wars d'abord, puis HeroQuest. Alors HeroQuest,
Et d'ailleurs, on peut parler en 2 mots de l'autre boîte d'édition, société d'édition de Greg Stafford, qui est Isari, qui lui a permis de sortir avec Robin Delos. Robin Delos. Et ils ont fait HeroQuest, voilà, qui est d'ailleurs toujours en cours de disponibilité, je dirais. Je ne sais pas s'il est en cours de développement, mais de disponibilité très certainement, et qui a développé, ils ont notamment développé cet univers créé par Stafford. Il a écrit un roman, Stafford, King of Sartar, donc le roi de Sartar, qui est donc une des régions, royaumes les plus cités-États, les plus importants dans l'historique de RuneQuest. D'ailleurs, c'est un roman qui est incroyable, parce qu'il a écrit, alors là, il a voulu faire son Tolkien. C'est décrit comme un vrai document de l'époque. C'est-à-dire comme si RuneQuest était dans le lointain passé mythologique d'une terre fictive, exactement comme fait Tolkien avec le Silmarillion. Et à partir de ce roman, il y a eu des adaptations, il y a eu carrément des suppléments chez Cubicle 7 sur cette région, etc. Donc vraiment, l'univers de Gloranta, il est gigantesque. Il y a beaucoup plus de matériel en termes de pages, de pagination, même que pour Tekumel. C'est un univers, si on se plonge dedans, mais c'est une vie de jeu, vraiment, une vie de rôliste. C'est la vie de Stafford. Stafford, sa vie, finalement, de game designer, elle est très riche, elle est foisonnante, mais elle se divise entre donc RuneQuest, Gloranta et Pendragon, dont nous reparlerons plus tard. Sur le système de jeu, encore une petite chose, le chaman, tu disais c'était le chaman. Il y avait une nouveauté quand même, une grande innovation pour l'époque. Une innovation qui n'existe, qui est à mon sens, c'est la première dans l'histoire du jeu de rôle de type fantasy, c'est que tout le monde, avec un peu Tunnels et Trolls, c'est vrai, mais tout le monde peut faire de la magie. Et oui, parce que son principe du chamanisme, du magicien animiste, c'est de dire que tout le monde peut être en contact avec l'énergie vitale, l'énergie naturelle, et donc même si vous incarnez à RuneQuest quelqu'un qui va être plutôt orienté, dans votre imaginaire du moins un gros guerrier, il pourra lancer de la magie. Il y a 2 types de magie d'ailleurs, il y a la magie divine, très puissante, et puis il y a la magie de combat, elle a porté différents noms au fil des éditions, la magie des runes évidemment, d'où le nom de RuneQuest, et avec l'enchantement de pas mal d'objets. Voilà, on enchante les objets, etc. Donc la magie est puissante, elle est omniprésente, et n'importe qui peut en faire. Ça, c'est une innovation de gameplay qu'il faut quand même noter dans le système de jeu, et qui est vraiment inhérente à la pratique personnelle de Greg Stafford, qui croyait à la magie. Tu te rappelles, Farid, sur Chivalry and Sorcery, qui était aussi influencé par quelqu'un qui se décrivait comme un néo-païen magicien. Donc petite, là aussi, je dirais, ressemblance dans la conception philosophique du jeu. Voilà. Bonjour l'équilibrage. Oui. Alors, RuneQuest, en tout cas, si vous voulez le découvrir, Chaosium, comme on vous le disait, existe toujours. Et il y a une édition toute récente qui est arrivée. Magnifique édition. Avec nos amis de Chaosium, récupérée en France par Asmodée via Dead Crow, l'éditeur Dead Crow. Donc il y a la traduction française, une localisation qui va vous permettre de découvrir ce jeu très très conséquent. D'ailleurs, il y a des suppléments qui promettent, qui vont sortir bientôt avec des artistes français. Des illustrateurs comme Loïc Musy, Agathe Pitié, la très grande Agathe Pitié, artiste contemporaine. Oui. Voilà, donc c'était la petite histoire du jeu de rôle, 10e émission déjà. N'hésitez pas à liker par ici, là, à partager par là, à vous abonner. Et puis on vous dit à très vite pour une 11e émission. Ciao. Au revoir.